Voix d'université, le podcast de France Université. 3, 2, 1, 0. 2 millions, c'est le nombre d'étudiantes et étudiants qui poussent chaque jour les portes de nos universités. Mais que viennent-ils y chercher au-delà d'un diplôme ? On imagine souvent les campus comme des lieux de passage, entre cours en amphi, files d'attente aux restaurants universitaires ou bibliothèques silencieuses. Pourtant, l'université est un lieu de vie et un lieu de création. Elle est l'un des plus grands viviers culturels de France, un lieu où l'on peut monter sur scène pour la première fois, découvrir une exposition entre deux cours ou créer un festival qui finit par s'exporter à l'autre bout du monde. Mais la culture sur les campus, est-ce un luxe réservé à quelques initiés ou un véritable outil d'émancipation pour toutes et tous ? Comment fait-on pour que l'art ne soit plus la cerise sur le gâteau, mais le cœur battant de la vie étudiante et de nos villes ? Aujourd'hui, nous allons voir comment l'université peut briser ses murs pour devenir un territoire de création à part entière, des coulisses de tournage de cinéma aux battles de hip-hop interuniversitaires en passant par la culture scientifique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voix d'université. Un épisode dédié à la culture, celle qui se construit dans les amphis, celle qui déborde sur les territoires, celle qui appartient à tout le monde. On l'oublie souvent, mais la loi est très claire, diffuser la culture fait partie des missions fondamentales de l'université, au même titre que l'enseignement ou la recherche. Longtemps considérée comme un plus, une cerise sur le gâteau, elle fait depuis plus de 10 ans l'objet de conventions. Une première en 2013, Université lieu de culture, un premier pas pour affirmer la place de l'action culturelle, lieu de croisement entre enseignement, recherche, vie de campus et vie de la cité. Une seconde convention en 2024, campus territoire de culture. L'objectif, que les universités ne soient pas seulement des lieux d'apprentissage, mais des actrices culturelles à part entière qui animent leur territoire et favorisent l'accès à la culture pour ces 2 millions d'étudiants, mais aussi l'ensemble des habitants. Une culture co-construite, en lien étroit avec la recherche et l'enseignement, une culture qui produit et diffuse les connaissances, une culture pour toutes et tous. Alors comment la culture participe-t-elle concrètement à la réussite des étudiants ? Quel est l'impact culturel de l'université sur son territoire ? Comment l'argent de la contribution de vie étudiante et de campus, aussi appelé CVEC ou CEVEC, est-il utilisé pour faire vivre la culture ? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui Sybille Laju. Sybille Laju, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente culture, sport et vie étudiante de l'Université de Poitiers. Vous êtes également coprésidente du réseau national Art Université Culture, aussi appelé AUC, aux côtés d'Olivier Kahn depuis 2023. Et à ce titre, vous êtes membre du groupe de pilotage de la Convention cadre Campus Territoire de Culture, qui inclut aussi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de la Culture, le CNUS et France Université. Cette convention succède donc à une première convention signée en 2013, je l'ai dit plus tôt. Pourquoi en avoir rédigé une nouvelle après 10 ans et aussi pourquoi ce nouveau nom qui introduit la notion de territoire ? Oui, en effet. D'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Et donc, on est passé d'une université lieu de culture à un campus territoire de culture et le changement de nom est tout à fait significatif. Le terme de campus a permis d'élargir le focus à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, puisque l'université était un peu restrictive, ça nous a permis d'englober les écoles. Et puis, parmi les signataires, il y a eu en plus le CNUS, donc ça c'était aussi quelque chose d'important, de pouvoir le faire participer de cette dynamique, dont les établissements d'enseignement supérieur restent chefs de file pour la coordination des politiques culturelles à destination des étudiantes et étudiants. La dimension territoriale, en effet, est absolument essentielle. Les établissements d'enseignement supérieur sont de plus en plus implantés dans des territoires diversifiés, quelles que soient les tailles de ces territoires. On peut avoir des zones rurales, des territoires ultramarins, et puis voilà, toute une diversité qui amène les établissements à devoir développer des actions culturelles nécessitant de nouveaux modes de coopération, d'organisation, de façon à dialoguer au mieux avec leur environnement. Avec ce nouveau nom, on souhaitait aussi mettre en avant les déclinaisons locales permettant d'associer les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles, les rectorats, les CROUS, les collectivités territoriales qui jouent un rôle essentiel et bien sûr nos partenaires institutions culturelles locales. C'est quoi la culture, l'action culturelle dans l'enseignement supérieur ? Est-ce qu'on parle d'art, de sciences, de recherche ? Où est-ce qu'elle s'arrête cette définition ? Alors la question est importante puisqu'elle permet vraiment d'insister sur la spécificité de la culture dans l'enseignement supérieur qui réside en ses liens avec la formation et la recherche.
Donc la culture dans l'enseignement supérieur, c'est aussi bien la culture scientifique et technique que la culture artistique. Les déclinaisons peuvent être vraiment diverses et multiples, s'articuler à des enjeux de science avec et pour la société, se déployer dans des dialogues féconds entre art et science, prendre la forme de recherche-création, ou encore permettre la pratique artistique, là encore avec des finalités qui peuvent être différentes, aussi bien amateurs qu'à visée professionnalisante. En tout cas, le point essentiel, c'est la rencontre avec les artistes, de manière à favoriser des partages sensibles, que ce soit par le biais de spectacles, expositions ou encore d'ateliers, avec un point commun peut-être entre les artistes et les chercheurs-chercheuses, qui à notre avis est très clair, du côté de l'expérimentation, avec aussi des approches interdisciplinaires. L'article 123-3 du Code de l'éducation inscrit la diffusion de la culture parmi les missions de l'enseignement supérieur. C'est aussi pour ça que c'est important et qu'on en parle aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour une université d'inscrire la culture dans son schéma directeur culture, comme on l'appelle ? Eh bien, cela permet à l'établissement de se doter d'une feuille de route qui va favoriser une politique culturelle véritablement structurante. En raison précisément de la dimension protéiforme de la culture que votre question précédente m'a amené à évoquer, le risque pourrait être de multiplier des propositions culturelles sans réelle vision stratégique, sans articulation entre formation, recherche et donc j'ajouterai vie étudiante ou vie de campus. Et donc, à l'heure où les inquiétudes budgétaires pèsent sur les établissements, où plusieurs d'entre eux sont engagés dans des dialogues stratégiques autour des comptes, nos contrats d'objectifs, de moyens et de performance, le rappel de la place que doit avoir la culture dans les missions de l'enseignement supérieur est essentiel. Nous partageons la conviction que la culture est bien une affaire publique et que, en la soutenant, nous contribuons à façonner la société. Et justement, la convention dont on parlait plus tôt affirme que la culture constitue une mission de service public des universités. Donc, est-ce qu'on peut dire que la culture, c'est un vecteur d'égalité des chances ? Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'elle peut contribuer à la réussite étudiante, parce que vous l'évoquiez plus tôt ? Oui, ce sont des enjeux qui sont vraiment essentiels. Pour nous, c'est une certitude. La culture répond à de réels enjeux de démocratisation. Elle contribue indéniablement à la lutte contre le déterminisme social. Voilà pourquoi elle doit s'inscrire dans un continuum enseignement primaire, enseignement secondaire et enseignement supérieur sur le volet de la culture scientifique. On n'est pas dupe des préjugés qui pèsent sur certaines pratiques artistiques, parfois perçues comme élitistes. Notre rôle est de proposer des dispositifs de médiation permettant de dépasser ces préjugés. Donc, ça nous paraît vraiment important. Les enquêtes montrent que la participation culturelle est directement affectée par les situations de précarité, que ce soit des contraintes économiques, l'éloignement géographique, l'activité salariée qui peuvent conduire des étudiantes et étudiants à renoncer à ces pratiques. D'où l'importance de s'engager dans diverses modalités d'action complémentaires. Alors, il y en a beaucoup, mais pour en citer quelques-unes, la mobilisation de la CEVEC, dont vous avez parlé en introduction, pour faciliter l'accès des publics les plus éloignés. La diversification des formats, des lieux et des horaires pour répondre à des situations très diverses. Les étudiants parents, les étudiants salariés, par exemple. Et puis, intégrer davantage des actions culturelles dans les formations, de manière à ce que cela puisse contribuer aussi à une logique d'innovation pédagogique, tout en favorisant l'égalité d'accès de tous et toutes à ces pratiques artistiques. Et donc voilà, vous parliez de réussite étudiante. Très clairement, ces conceptions permettent d'abonder l'idée que la réussite étudiante n'est pas simplement une réussite académique, mais bien une réussite plurielle. Bien sûr, les établissements ont pour vocation de délivrer des diplômes qui viennent sanctionner des formations de qualité, propices à l'insertion professionnelle, bien sûr. Mais les enjeux de formation vont au-delà. J'aimerais justement faire un focus sur tout ce qui va être développement des compétences psychosociales, qu'on appelle aussi compétences transversales, qu'elles soient cognitives, émotionnelles ou sociales,
avec l'idée que la culture permet de renforcer la confiance en soi, le sentiment de légitimité, de développer la sensibilité, l'empathie, l'ouverture à l'altérité. Je pense qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui. De favoriser le travail collectif et la coopération, et puis de soutenir tout ce qui va être réflexivité, esprit critique. Donc c'est bien parce que la culture est levier d'émancipation et d'épanouissement individuel au sein d'un collectif qu'elle va permettre aussi la construction de communs et permettre à un étudiant, une étudiante et à l'ensemble de la communauté d'aller mieux, tout simplement. Vous évoquiez là, il y a quelques instants dans votre réponse les réussites plurielles que permet l'université. Et à ce sujet, en novembre 2025, vous avez organisé à Poitiers le 2e séminaire national des référents étudiants artistes. De quoi s'agit-il et comment ce dispositif permet-il à un étudiant de concilier ses études avec une pratique artistique d'excellence ? L'objectif est bien celui que vous avez énoncé, c'est-à-dire permettre à l'étudiante ou à l'étudiant de suivre un double cursus et d'éviter d'avoir à faire un choix entre une pratique artistique et un cursus académique. Et puis, le statut va ainsi permettre de mettre en œuvre des aménagements d'études et d'examens. Alors, selon les établissements, il va favoriser aussi la possibilité de bénéficier d'une valorisation de cet engagement, un bonus engagement. Et puis, selon les établissements, là encore, l'accompagnement peut aller jusqu'à une aide à la professionnalisation, le cas échéant. C'est très important que vous en parliez parce que c'est un dispositif qui, je pense, est souvent méconnu des étudiantes et des étudiants. Donc, c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. Et l'université accompagne aussi toutes les étudiantes et tous les étudiants dans une volonté d'inclusion. Et je pense notamment aux étudiants en situation de handicap, aux étudiants qui sont parfois éloignés des campus, aux étudiants internationaux. L'université a aussi une volonté de les inclure dans l'action culturelle. Où est-ce qu'on en est concrètement sur ces sujets ? Alors, vous avez raison, les établissements s'emparent de plus en plus de ces questions en fonction des moyens financiers ou humains dont ils disposent. Bon, il y a une réelle progression dans la conscientisation de ces problématiques, même si parfois la mise en œuvre reste difficile pour ces questions budgétaires et RH qu'on ne peut pas méconnaître. Alors évidemment, je pense au schéma directeur du handicap, par exemple, ou aux semaines universitaires du handicap, aux différents dispositifs d'accueil des étudiants et étudiantes en parcours international. Il est rare que tous ces dispositifs ne s'appuient pas sur des propositions culturelles, justement puisqu'on sait que tout ce qui va être approche sensible va permettre un meilleur accueil de l'ensemble des étudiants. Maintenant qu'on a un peu plus cerné de quoi on parle en termes de culture, d'accompagnement des étudiants et de réussite, j'aimerais qu'on en vienne à ce qui constitue peut-être la colonne vertébrale de cette nouvelle convention, c'est-à-dire l'ancrage territorial. C'est quoi concrètement un campus, acteur culturel à part entière sur un territoire ? Est-ce que c'est un campus qui s'étend hors les murs ? En fait, l'objectif est d'inciter nos étudiantes et étudiants à sortir du campus pour aller se cultiver ailleurs. Bien sûr, les établissements d'enseignement supérieur s'inscrivent de plus en plus dans tout ce qui va être formation tout au long de la vie. Et le statut, malgré tout, d'étudiant reste transitoire. Donc, il s'agit bien d'ancrer des pratiques qui aillent au-delà du temps des études, dans la perspective de formation citoyenne, dont j'ai pu déjà dire qu'elle nous semblait vraiment importante. Il s'agit aussi d'amener du public extérieur dans nos campus, afin de jouer pleinement nos missions au cœur de la cité. Et très souvent, dans nos programmations culturelles, artistiques et scientifiques, on insiste sur le fait que c'est ouvert à tout le monde. Est-ce que justement vous avez des exemples à Poitiers ou ailleurs de projets qui ont été menés avec des partenaires locaux, des DRAC, des collectivités, qui montrent que l'université peut jouer un vrai rôle dans le dynamisme culturel d'un territoire et au-delà de la simple communauté universitaire ? Je commencerai par évoquer un exemple précis qui correspond à notre actualité, c'est le festival Accord, qui est un festival de danse contemporaine. Cet exemple me paraît important parce que justement, ça permet de revenir sur l'idée que j'évoquais un peu plus tôt, c'est-à-dire d'aller vers une pratique qui, au départ, paraît un peu élitiste. Avant d'aller voir un spectacle de danse contemporain, on a l'impression que c'est quelque chose d'intello. Voilà. Donc, l'idée, ça va être de pouvoir déjouer ce préjugé. Et donc, en fait, ce festival, il est né d'une initiative d'une enseignante qui a été évidemment soutenue par la politique culturelle de l'établissement
Et ensuite, il s'est développé grâce à un partenariat avec une maison de quartier, le centre socio-culturel de Beaulieu, qui était doté d'une saison danse, mais également de la scène nationale Théâtre-Auditorium de Poitiers. Et c'est ça qui a permis de créer l'identité singulière de ce festival, à la fois amateur, avec des universités venant du monde entier, à Poitiers, tout à fait, et professionnel. Et donc, ce festival, nous fêtons aujourd'hui sa 32e édition. Autant vous dire que c'est un moment fort de notre vie de campus, mais un temps fort de la ville, puisqu'on peut avoir des propositions sur tous les espaces publics ouvertes à tout le monde. Donc c'est vraiment une manière de proposer des univers artistiques divers et d'aller vers des publics différents. Alors ça, c'était mon premier exemple. Mais je vais quand même... Qui est un exemple fort, déjà. Oui, qui est un exemple fort et très concret. Mais après, voilà, pour pouvoir donner d'autres formes d'exemples dont l'Université de Poitiers est particulièrement fière, je peux également parler de l'implantation d'un centre dramatique national, le META-CDN, en plein milieu du campus. C'est une initiative qui a été soutenue par les tutelles du META-CDN, à savoir la ville, la région, la DRAC. Donc là, vous voyez encore un exemple de synergie territoriale incroyable et qui permet encore une fois de croiser les publics avec une chance inouïe pour les étudiants et étudiantes les plus éloignés des pratiques culturelles de pouvoir aller voir des propositions dans un centre dramatique national. Et ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas que les propositions paillettes, c'est-à-dire, alors j'appelle ça là encore de manière triviale, mais c'est-à-dire uniquement le spectacle, mais de discuter avec les équipes artistiques et l'ensemble des équipes artistiques, c'est-à-dire pas simplement ceux qui sont sur scène, mais aussi tous ceux qui permettent aux gens d'être sur scène, les techniciens, les chargés de diffusion, production. Donc voilà, là on a vraiment, je trouve, quelque chose de très important pour désacraliser le milieu artistique et rappeler à ces artistes aussi que ce sont des femmes et des hommes comme les autres. Dans un contexte où la défiance envers la science et le désordre informationnel progressent, les campus ont-ils un rôle particulier à jouer et comment la culture peut-elle être un outil pour renforcer l'esprit critique ? Très clairement, nos établissements ont une position stratégique dans le contexte que vous avez évoqué, montée de défiance envers les savoirs scientifiques, prolifération d'un désordre informationnel. Donc voilà, c'est certain que la position est essentielle puisque nous sommes le lieu, un des lieux où la recherche se produit et se transmet. Donc, il y a tout d'abord la dynamique science avec et pour la société qui permet de nous mettre en première ligne pour renouveler les modalités du dialogue entre la recherche, ses méthodes et sa transmission à tous et toutes. Il y a vraiment un enjeu à faire découvrir la méthode scientifique et l'expérimentation dès le plus jeune âge pour se protéger des fake news et des pseudosciences. Et il nous semble vraiment important que la médiation scientifique puisse se faire par les acteurs et actrices de la recherche, elles-mêmes en train de se faire. En dernière partie de cet entretien, j'aimerais qu'on s'intéresse à une question qui est assez cruciale, notamment en ce moment, la question des financements. La CEVEC représentait en 2025, d'après un rapport de la Cour des comptes, 177 millions d'euros. Une partie peut être utilisée pour financer les initiatives culturelles. Est-ce qu'on sait aujourd'hui quelle part va réellement la culture ? Est-ce suffisant et surtout, est-ce stable ? Nous avons, avec le réseau AUC, justement, une enquête en cours sur la CEVEC. Donc, pour savoir justement quelle part, exactement pour répondre à la question que vous posez, quelle part est vraiment apportée à la culture. Il est évident que nous avons de réelles craintes sur cette question des financements. Mais justement, il s'agirait de rappeler que la CEVEC ne peut pas être le seul financement de la culture. Mais on le rappelle, les universités et les établissements font face à des contraintes budgétaires croissantes, malgré l'existence de schémas directeurs pour la culture. Est-ce qu'en cas de crise, la culture n'est pas souvent l'une des premières variables d'ajustement ? Et si oui, comment peut-on l'empêcher ? Cela va passer par une reconnaissance en interne de l'importance de la culture. Cela peut donc se traduire par l'intégration dans les maquettes de formation, ce qui va permettre de lutter aussi contre les inégalités, puisque si c'est sur du temps de formation, tous les étudiants et étudiantes vont assister à la proposition artistique.
Et puis, en même temps, ça va permettre de favoriser l'innovation pédagogique. Donc ça, je crois que c'est une première réponse possible. Cela va aussi passer par les liens avec la recherche, au service de l'expérimentation pluridisciplinaire qui va permettre de croiser aussi des approches scientifiques et sensibles. Mais pour vous répondre de manière très, très claire, cela va surtout passer par une inscription dans les axes stratégiques de l'établissement. C'est le seul moyen pour éviter que justement la culture soit une variable d'ajustement aux questions budgétaires. Pour conclure cet échange, j'aimerais qu'on se projette en 2029, lorsque la convention arrivera à échéance. À quoi ressemblerait un succès, selon vous? Et si vous ne deviez retenir qu'un seul objectif à atteindre, ce serait lequel? Eh bien, que le rôle culturel des établissements supérieurs soit bien reconnu par l'ensemble des acteurs du territoire et que cela puisse se faire dans une logique de complémentarité. Sybille Lajume, merci. Cet échange nous aura permis de mesurer à quel point la culture universitaire est bien plus qu'une offre de loisirs. C'est une mission de service public, un outil d'émancipation, de démocratie, un vecteur d'égalité et un levier pour les territoires. Il reste manifestement du chemin à parcourir, mais cette convention est sans doute le signe que la volonté politique est là. Bonne continuation à vous et à toute l'équipe d'AUC. Merci beaucoup. On vient d'en parler, l'université est un territoire de culture, mais parfois, les campus deviennent aussi un décor de cinéma, n'est-ce pas Marine? Exactement, Romain. Je vais commencer par te poser une question. As-tu vu les films Le Grand Bain, Le Brio, Anatomie d'une chute ou plus récemment Master Crime sur TF1 ? Alors oui, mais pas tous. Eh bien, ce que je vais te dire maintenant va changer ta façon de regarder ces films et ces séries. Les scènes que tu as vues, les couloirs, les amphis, les bibliothèques, elles ont été tournées dans les universités françaises. Par exemple, Le Grand Bain à l'université Grenoble-Alpes, Anatomie d'une chute à La Rochelle Université, Master Crime à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Même à l'autre bout du monde, le film Sentinelle avec Jonathan Cohen a profité des décors de l'université de La Réunion. Mais attends, ça veut dire que les universités sont vraiment devenues des plateaux de tournage? Oui, et pas que de cinéma. Elles sont le décor idéal pour des séries, des publicités, des campagnes de prévention. Certaines universités accueillent même certains défilés pendant la Fashion Week. Parce qu'une université, ce n'est pas juste des amphis, ce sont des labos, des bibliothèques chargées d'histoire ou au contraire hyper modernes, des bureaux, des musées, des piscines ou des stades. Bref, des lieux avec un cachet unique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et concrètement, si un réalisateur ou une réalisatrice nous écoute aujourd'hui, comment ça se passe pour tourner sur un campus? C'est très simple. Un catalogue complet est en ligne sur le site de France Université. On y trouve tous les contacts et les fiches techniques des lieux disponibles. Le salon annuel Paris Images est aussi une occasion de rencontrer directement certaines équipes des universités qui proposent leurs espaces. C'est une manière de montrer que l'université n'est pas un vase clos, mais un lieu de vie et de création qui inspire les plus grands réalisateurs. Bref, la prochaine fois que vous croisez un camion de régie ou des projecteurs sur votre campus, ne soyez pas surpris. La prochaine Palme d'Or est peut-être en train d'être tournée juste à côté de votre amphi. Merci Marine. Avant d'accueillir notre deuxième invité, un zoom sur un rendez-vous incontournable de la culture à l'université. Si vous voulez voir ce que Campus Territoire de Culture veut dire concrètement, sortez vos agendas parce que les JACES, Journées des Arts et de la Culture dans l'enseignement supérieur, reviennent chaque année au printemps. Pendant 1 à 2 semaines, des centaines d'universités, d'écoles et de crous ouvrent leurs portes au grand public pour célébrer la culture sur les campus. Concerts, expositions, spectacles de danse, ateliers, projections, pièces de théâtre ou lectures, c'est gratuit et c'est accessible à toutes et tous, étudiants ou non. Rendez-vous sur journée-art-culture-sup.fr pour consulter la programmation près de chez vous. Et si vous avez raté cette édition, notez la date pour l'an prochain, parce que la culture universitaire, c'est pour tout le monde. La vie culturelle à l'université ne repose pas uniquement sur les initiatives mises en place par les établissements. Ce dynamisme doit aussi beaucoup aux associations étudiantes, à ces jeunes qui s'engagent pour faire vivre leurs projets, pour donner vie à leurs convictions, pour rendre la culture accessible à toutes et à tous et pour proposer aussi une culture qui leur ressemble. Pour en parler, nous recevons Raquel Soares Almeida, cofondatrice de Alternative Culture, ALTC pour les intimes, une structure qui est spécialisée dans l'ingénierie culturelle et cofondatrice aussi de l'URBN, un festival hip-hop interuniversitaire. Raquel, bonjour. Bonjour. Avant de nous parler de ces projets, j'aimerais savoir quel était ton rapport à la culture quand tu étais étudiante. J'ai fait un parcours en lien avec la culture parce que j'ai toujours aimé
la musique, la danse. Je faisais de la musique, j'étais danseuse. C'est comme ça que j'ai pu arriver à ma licence, donc qui était dans une université culturelle. Vous êtes 3 cofondatrices chez Alcé, donc il y a Elora, Sarahel et toi. Votre première vraie collaboration, en fait, c'est dans le cadre d'un cours de conception de projet à Sorbonne Nouvelle. Concrètement, comment est-ce qu'on passe donc de ce projet de cours, même si c'était un vrai projet, à une vraie association, puis ensuite un vrai festival? C'est quoi le parcours pour monter tout ça? On a mis à peu près 6 mois à se poser les questions. Si c'est une structure juridique, c'est laquelle? Est-ce qu'on est une association? Est-ce qu'on devient une entreprise? Quel impact ça va avoir sur nous, sachant qu'on est toujours étudiante? Est-ce qu'il y aurait des programmes, en tout cas? Est-ce qu'on serait facilité dans l'université si on était une entreprise ou si on était une association? On a pensé plus ou moins en fonction des projets qu'on avait et de la vision qu'on avait sur à peu près 3 à 5 ans. Et on a fini par créer une association et une association étudiante, parce que du coup, tout le bureau était étudiant. Et après, on s'est dit, on va faire ça pour les étudiants, par les étudiants, pour les étudiants. Comme ça, au moins, on sait qu'on répond à des problématiques qui sont les nôtres et on se permet d'évoluer ensemble. Donc, création en 2019 et dès 2022, c'est la première édition du RBN. Exactement. Donc, c'est le premier festival hip-hop interuniversitaire de France, avec entrée gratuite, une programmation variée. Aujourd'hui, c'est à la fois un tremplin pour de jeunes talents et un événement qui est aussi attaché à la mise en lumière des femmes, des artistes trans, non-binaires. Est-ce que c'est aussi ça le rôle de la culture, peut-être même son devoir, de favoriser l'égalité des chances, de donner de la visibilité à celles et ceux qui sont mis un peu de côté? Oui, clairement. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans nos projets. Par exemple, pour le festival URBN, on essaye d'avoir une certaine parité, donc ne pas seulement programmer des hommes. On s'efforce de programmer aussi des femmes, que ce soit au niveau des workshops, que ce soit au niveau des concerts, au niveau des intervenants. On travaille avec MC Brio, petite dédicace. En fait, la culture, c'est, à mon sens, l'un des seuls secteurs où, peu importe d'où on vient, on a la possibilité d'évoluer ensemble. Tes conditions ne vont pas limiter ce que tu vas pouvoir faire. Même en étant étudiant, par exemple, on peut monter des projets à l'international. Comme à l'inverse, on peut travailler, avoir des grandes connaissances, mais se retrouver en petit comité, de travailler sur des petites choses tous ensemble qui va nous permettre en fait de grandir ensemble. Et la culture, elle donne cet accès assez, je vais pas dire universel parce que c'est pas universel, mais c'est un des endroits où en fait les barrières, on peut les déconstruire. Tu parlais il y a quelques instants là, qu'on pouvait, même en étant étudiant, créer des partenariats à l'international, et tu parles en connaissance de cause puisque je lisais que dans le cadre du RBN, vous avez tissé un partenariat international qui permet donc à des danseurs et danseuses Exactement. de représenter la France lors de la compétition College High qui a lieu à Taïwan. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que ça représente aussi pour ces étudiantes et ces étudiants partir à Taïwan comme ça? Pour comprendre le voyage, il faut comprendre un peu le processus de URBN. Du coup, URBN, c'est un festival universitaire, donc le premier dans son genre, qui agit sur plusieurs universités en Île-de-France. Donc, il y a des workshops, il y a des conférences, il y a des rencontres, un peu de networking. Et il y a surtout des compétitions. Une compétition de musique et une compétition de danse. Il y a une équipe de 5 étudiants qui est formée, qui va être accompagnée tout au long de l'année pour pouvoir aller en décembre à Taïwan, représenter la France sur, là aussi, une compétition hip-hop internationale. Taïwan, ils ont un peu un processus un peu différent par rapport au niveau des universités, parce qu'ils ont des clubs un peu comme aux États-Unis, chose qu'en France, on n'a pas forcément. C'est aussi difficile pour les étudiants qui pratiquent de la danse hip-hop dans le cadre du festival, de pouvoir allier les études et leur passion. Le festival et l'accompagnement qu'il y a leur permet en fait déjà, ils vont à Taïwan pendant une semaine, tout frais payé quand même. Et ils découvrent la culture, le mode de vie de Taïwanais. Donc c'est un peu c'est un échange, on aime bien dire que c'est un échange culturel, sociétal aussi, parce qu'ils découvrent un mode de vie qui est quand même différent de la France. Ils rentrent en contact avec des professionnels là-bas. Donc ça leur ouvre un peu le champ des possibilités. Et c'est à chaque fois pour les étudiants en tout cas qui sont venus avec nous, étudiants et étudiantes qui sont venus avec nous. Donc là, on part sur la 5e édition. Ils n'ont pas forcément gagné quand ils sont partis là-bas, mais ça leur a permis d'ouvrir les yeux sur leurs pratiques, ouvrir les yeux sur les métiers qu'ils voulaient faire. Beaucoup ne savaient pas forcément ce qu'ils voulaient faire, d'autres étaient certains de ce qu'ils voulaient faire, et en fait ils se sont dit peut-être que je vais pas me rester que dans ça. Certains ils se sont affirmés dans leur style, affirmés dans leur danse.
le fait d'échanger, d'avoir avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde et auxquelles des voyages qu'ils n'auront pas forcément fait étant étudiants, ça permet aussi de les construire. Il y a un groupe qui se crée, des liens qui se tissent aussi, et des opportunités après qui restent à l'international, en France, prendre des contacts pour après développer la structure ou ce que je veux développer après. C'est très important ce que tu dis parce qu'on voit que la culture elle a un impact sur à la fois les participants, donc là dans le cadre du festival, sur les acteurs culturels qui organisent les événements. Et ça me rappelle quelque chose sur lequel j'échangeais avec Sybille Laju un peu plus tôt, c'est que les politiques culturelles et les initiatives culturelles, notamment universitaires et les initiatives étudiantes, elles ont un impact aussi sur le territoire. En fait, elles ont un impact sur tout le monde. Donc toi qui viens du terrain, toi qui es vraiment dans le cœur du projet, est-ce que tu as senti l'impact du festival sur le local ? Comment est-ce que selon toi les initiatives culturelles, elles bénéficient à toutes les habitantes et tous les habitants ? Dans le cadre du URBN, on était dans des universités. On a fait découvrir des universités à pas mal de personnes parce que du coup, c'était tous nos ateliers, on a décidé de les faire dans les universités. On y invite un public qui est assez large, en passant par l'écriture, c'est du DJing, du rap, du graffiti ou des choses un peu plus axées sur le corps, de la danse. Ça a permis d'avoir en fait une activité culturelle ouverte à tous. Ça a permis aussi, sur un point de vue, moi je vais le prendre plus sur le point partenariat. En gros, chaque année, on a des intervenants qui viennent de Taïwan. Chaque fois, ils sont repartis avec des partenariats, soit avec des structures locales, soit avec des acteurs. On sait qu'une des compagnies de danse avec qui on a travaillé, ça leur a permis de parler avec un autre directeur de compagnie, avec lequel ils ont co-construit un spectacle derrière. Il y a plein de synergies positives qui se créent sur un aspect professionnel et aussi sur un aspect de la ville dans son ensemble. Donc en fait, ça crée un écosystème qui est bénéfique à chacun. Que je trouve assez, je vais dire impressionnant dans toute cette histoire et dans la mission d'Alcier, c'est cette idée à la fois d'aider les gens de votre filière à monter en compétences et à se professionnaliser et les aider eux à évoluer et à se faire une place, et en même temps créer des projets qui sont porteurs de sens, qui ont des valeurs fortes et qui profitent à tous. Je trouve que ces deux choses, c'est vraiment assez impressionnant comme projet. Notre nom, il est aussi lié à ça, Alternative Culture, parce que du coup, on essaye de penser la culture autrement. On aide à créer les acteurs culturels de demain, pas seulement ceux qui vont faire les projets, c'est ceux qui vont venir voir ces projets, qui vont les aider à se diffuser. Donc ça veut dire qu'il faut que l'accès il soit à tous. Donc, on a des personnes qui sont étudiants dans les filières culturelles et artistiques, donc nos bénévoles qui travaillent sur nos projets. On a des gens qui sont en reconversion professionnelle. On a des personnes qui sont dans des filières qui n'ont rien à voir, informatique, juridique. Ça leur permet de travailler différemment ce qu'ils voient déjà en cours. Mais c'est juste l'idée de travailler sur un projet commun qui parle à tout le monde aussi. Et Alternative Culture, nous, on a pensé à ce nom-là parce qu'on est parti de l'idée de l'alternative urbaine. En gros, c'est une coopération de plusieurs acteurs pour construire des choses. Et qui ne se fait pas sans ces plusieurs acteurs. Nous, on essaye de prôner cette idée que, en fait, tout le monde crée la culture et toutes les idées sont aussi bonnes. Pas forcément, on ne peut pas tous les mettre en pratique, mais elles sont toutes bonnes à prendre pour pouvoir, en fait, avoir des choses qui répondent aux intérêts du maximum de personnes. Je pense que cette phrase « tout le monde crée la culture », ça peut être notre mot de la fin parce que je la trouve très inspirante, cette phrase. Merci Raquel d'avoir répondu à mes questions et d'avoir partagé ton parcours avec nous. Donc une aventure humaine, une aventure collective qui montre qu'à l'université aussi, on peut déjà donner vie à ses convictions, participer à rendre la culture plus accessible et aussi plus émancipatrice. Bonne continuation à toute l'équipe d'Alcier. Merci à vous aussi. Notre épisode touche à sa fin, merci de nous avoir écoutés. S'il vous a plu, vous pouvez le liker, le commenter, le partager et nous suivre sur les réseaux sociaux pour continuer à suivre l'actu des universités. Nous venons de le voir, les universités sont bien plus que des lieux de savoir. Elles sont des espaces de création, de rencontre, d'émancipation. Des espaces où les politiques publiques se nourrissent de l'audace des initiatives étudiantes. Mais l'université, c'est aussi un lieu de vie. Et qui dit lieu de vie dit bien-être. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un épisode consacré au bien vivre à l'université, où nous tenterons de répondre à cette question: comment les campus accompagnent-ils les étudiants au quotidien ? Nous parlerons de sport, de santé mentale, de handicap,
mais aussi du rôle essentiel des associations étudiantes. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer sa sortie et à bientôt.